Les années 1970 furent une décennie pleine d'idées audacieuses. Les entreprises croyaient fermement pouvoir vendre l'avenir dès aujourd'hui. De nouvelles technologies, de nouveaux designs et de grandes promesses inondèrent le marché. Cependant, toutes les idées géniales ne furent pas couronnées de succès. Nombre de ces produits étaient soit en avance sur leur temps, soit trop compliqués, soit tout simplement mal conçus par rapport aux besoins des gens. C'est précisément ce mélange d'ambition et d'erreur qui fit des années 70 l'une des époques les plus passionnantes, mais aussi les plus marquantes de l'histoire de la consommation. Aujourd'hui, nous revenons sur 10 produits innovants des années 1970 qui échouèrent lamentablement et restèrent pourtant inoubliables. 1. Sony Betamax. Quand Sony présenta Betamax en 1975, tout semblait parfait. La qualité d'image était supérieure à celle de la concurrence, les cassettes plus robustes, le design moderne et de haute qualité. Pour les ingénieurs, Betamax était clairement le système supérieur. Mais la technologie seule ne décide pas du succès. Alors que Betamax n'offrait que de courtes durées d'enregistrement, le VHS permettait des enregistrements plus longs de films entiers et d'événements sportifs. C'est exactement ce que les gens voulaient chez eux. Sony protégeait strictement son système et accordait peu de licences, tandis que le VHS se propageait rapidement. Les vidéothèques remplirent bas leurs étagères de cassettes VHS, les foyers suivirent, et Betamax perdit de plus en plus d'importance. Au final, une leçon amère demeura. Celui qui possède la meilleure technologie ne gagne pas automatiquement. Ce qui est décisif, c'est ce que la masse utilise vraiment. Betamax devint le symbole de la façon dont on peut échouer avec la perfection. 2. Laserdisc. Fin des années 1970, le laserdisc apparut comme un aperçu de l'avenir. De grands disques brillants promettaient une image d'une netteté remarquable et un son supérieur, nettement meilleur que n'importe quelle cassette vidéo. Pour les fans de technologie, cela ressemblait à un rêve. Mais pour les foyers normaux, le laserdisc ressemblait plutôt à un problème de luxe. Les lecteurs étaient chers, encombrants et sensibles, les disques aussi grands que des vinyles et tout sauf pratique. L'utilisation quotidienne était encore pire. Un film ne tenait souvent même pas sur une seule face. Il fallait se lever au milieu du film et retourner le disque. Il était impossible d'enregistrer quoi que ce soit. Alors que le VHS permettait aux gens d'enregistrer facilement des émissions de télévision, le laserdisc exigeait patience, espace et argent. Malgré une qualité impressionnante, le format resta élitiste et compliqué. Les cinéphiles l'adoraient, le marché de masse l'ignorait. Le laserdisc survécut plus longtemps que beaucoup d'autres échecs, mais échoua précisément là où tant d'innovations des années 70 se brisèrent. Trop de technologie, pas assez de praticité au quotidien. 3. Concorde. Lorsque le Concorde s'envola dans les années 1970, il fut considéré comme une merveille technologique de l'Europe. Vitesse supersonique, design élégant et la promesse de traverser l'Atlantique en moins de la moitié du temps habituel. Pour beaucoup, il incarnait le rêve d'un progrès illimité. Mais ce rêve avait un prix énorme. Le Concorde consommait des quantités gigantesques de carburant, était extrêmement bruyant et provoquait, avec son bang supersonique, des problèmes environnementaux massifs. Les prix des billets étaient si élevés que seule une élite fortunée pouvait s'offrir ce luxe. Parallèlement, l'entretien et l'exploitation engloutissèrent des sommes faramineuses, tandis que le nombre de passagers restait limité. Au lieu de révolutionner le transport aérien, le Concorde devint un projet de prestige exclusif sans véritable avenir. Technologiquement, il était bien en avance sur son temps, mais économiquement, ce fut un désastre. Au final, il resta un symbole du fait que la vitesse et l'innovation seules ne suffisent pas si les avantages, les coûts et l'acceptation ne concordent pas. 4. NSU RO 80. À la fin des années 1960 et dans les années 1970, la NSU RO 80 était considérée comme l'une des voitures les plus modernes d'Europe. Son design futuriste semblait venir d'une autre époque et elle était dotée du moteur Wankel révolutionnaire, silencieux et offrant une accélération d'une douceur impressionnante. Pour beaucoup, la RO 80 semblait être la voiture de l'avenir. Mais c'est précisément ce moteur qui fut sa perte. La technologie n'était pas au point. Les joints s'usaient extrêmement rapidement et les réparations étaient coûteuses et compliquées. Les propriétaires se plaignaient d'une consommation élevée, de fréquentes visites à l'atelier et de problèmes de fiabilité massifs.
Les demandes de garantie s'accumulèrent à tel point qu'elles pesèrent lourdement sur les finances de NSU. Malgré les distinctions et une grande reconnaissance dans les cercles spécialisés, la confiance des acheteurs s'éroda rapidement. La RAW 80 démontra de manière impressionnante à quel point il peut être dangereux de miser trop tôt sur une innovation pas encore mature. Au final, elle resta une étape marquante de l'histoire de l'automobile, mais aussi un avertissement douloureux contre une technologie sans expérience à long terme. 5. Polar Vision. Quand Polaroid présenta Polar Vision en 1977, l'idée semblait révolutionnaire. Des vidéos personnelles qui se développaient instantanément, sans laboratoire ni temps d'attente. À une époque où la patience faisait encore partie du quotidien, Polar Vision promettait de la pure magie. Mais la réalité fut décevante. Les films n'avaient pas de son, les couleurs semblaient opales et floues, et les courtes séquences ne pouvaient être ni montées ni partagées de manière significative. Ce qui ressemblait à un aperçu de l'avenir se mua rapidement en un pas en arrière technologique. Pendant ce temps, le VHS conquérait le marché, offrant des enregistrements plus longs, du son et une lecture flexible. Polar Vision ne put rivaliser. En quelques années, le système disparut presque silencieusement des rayons. Il resta dans les mémoires comme une expérience curieuse, un produit qui, bien que conçu avec audace, passa à côté des besoins réels des gens. Polar Vision prouva que la vitesse seule ne signifie rien si l'expérience est décevante. 6. Sinclair Blackwatch. Au milieu des années 1970, Sinclair voulut révolutionner le marché des montres numériques. La Blackwatch avait un look futuriste et promettait une technologie LED moderne directement au poignet. Mais au lieu d'un simple produit de haute technologie, les acheteurs reçurent un projet de bricolage. La montre devait être assemblée soi-même, le manuel était compliqué et la technologie extrêmement sensible. Même de petites erreurs faisaient que la montre ne fonctionnait pas du tout ou de manière peu fiable. L'affichage était difficile à lire, la batterie ne tenait presque pas la charge et de nombreux appareils rendaient l'âme après peu de temps. Les retours s'accumulèrent, les clients étaient frustrés et le rêve de percer de Sinclair fut rapidement brisé. La Blackwatch devint un exemple parfait de la dangerosité de vendre une technologie immature comme produit de masse. Ce qui était conçu comme un pas audacieux vers l'avenir se termina par une coûteuse leçon en matière de qualité et de convivialité. 7. Sinclair Microvision. Après l'échec de la Blackwatch, Sinclair tenta de nouveau d'inventer l'avenir de la technologie portable. Le Microvision devait rendre la télévision possible partout, un écran personnel pour les déplacements. L'idée semblait visionnaire, mais sa réalisation fut décevante à tous égards. L'écran était minuscule, l'image floue et uniquement en noir et blanc. Les piles se vidaient rapidement et l'appareil lui-même semblait lourd et peu maniable. De nombreux utilisateurs se demandaient pourquoi ils voudraient regarder la télévision sur un écran à peine plus grand qu'une boîte d'allumettes. Au lieu de l'enthousiasme, le Microvision suscita moqueries et désintérêt. Les revendeurs restèrent avec leurs appareils invendus et Sinclair perdit de nouveau beaucoup d'argent. Le Microvision montra qu'une bonne idée seule ne suffit pas si l'utilité au quotidien fait défaut. Il était en avance sur son temps, mais trop précoce, trop peu pratique et trop peu abouti. 8. ARP Avatar Synthesizer. Fin des années 1970, ARP rêvait d'ouvrir aux guitaristes le monde des synthétiseurs. L'ARP Avatar devait créer un pont entre la musique rock et les sons électroniques. Sur le papier, cela semblait visionnaire. Dans la réalité, ce fut une épreuve de patience. Le système était cher, compliqué à configurer et réagissait souvent de manière imprécise aux jeux de guitare. Au lieu de sons futuristes, de nombreux musiciens entendirent quelque chose qui ressemblait plus à un combat technique qu'à de la musique. À cela s'ajoutait une courbe d'apprentissage abrupte qui dissuada même les guitaristes expérimentés. Pour un prix élevé, on s'attendait à de la magie, mais on obtint frustration et instabilité. Les chiffres de vente restèrent misérables et contribuèrent de manière significative au déclin financier d'ARP. L'avatar devint le symbole du risque qu'il y a à vouloir connecter deux mondes avant que la technologie ne soit réellement prête. 9. Touch of Yogurt Shampoo. Fin des années 1970, Clairol eut une idée qui se voulait à la fois naturelle et moderne. Un shampoing au yaourt, inspiré des tendances santé et de la promesse de soins intenses. Le nom sonnait frais, presque comme un produit de petit déjeuner, et c'est précisément là que résidait le problème. De nombreux consommateurs étaient confus. Certains crurent même que le produit était comestible. Au lieu de la confiance, cela suscita le scepticisme.
L'odeur rappelait davantage la cuisine que la salle de bain et l'effet différait à peine des shampoings traditionnels. Alors pourquoi essayer quelque chose de nouveau qui sentait étrange et qui était mal communiqué? Les chiffres de vente s'effondrèrent rapidement et le produit disparut tout aussi vite des rayons. Le shampoing Touch of Yogurt démontra clairement que l'innovation dans le domaine des biens de consommation ne fonctionne que si l'idée, l'utilité et la perception s'accordent clairement. 10. Gerber Singles. Au milieu des années 1970, Gerber crut avoir découvert un créneau. Des repas préparés et sains pour adultes, emballés dans de petits pots aussi pratiques que la nourriture pour bébé. L'idée devait faire gagner du temps et garantir une alimentation équilibrée. Mais c'est précisément cette proximité avec la nourriture pour bébé qui devint le plus grand problème. Les adultes se sentaient mal à l'aise à l'idée de manger des carottes ou des petits pois en purée, dans un pot qui rappelait clairement l'alimentation infantile. Le produit semblait moins moderne qu'humiliant. Au lieu de la commodité, il donnait le sentiment de faire un pas en arrière vers l'enfance. L'acceptation n'eut pas lieu. Les étagères se remplirent de marchandises invendues, et Gerber coupa rapidement les ponts. Les Gerber Singles devinrent une leçon sur le fait que de bonnes idées nutritionnelles peuvent échouer si l'image ne correspond pas à la cible. Les années 1970 furent une décennie de grande audace. Les entreprises osèrent des expériences, misèrent sur de nouvelles technologies et croyaient fermement pouvoir façonner l'avenir. Mais ces 10 produits démontrent de manière impressionnante que l'innovation sans compréhension de l'être humain se solde souvent par un échec. Certaines idées étaient en avance sur leur temps, d'autres simplement développées en dehors des réalités du quotidien. Néanmoins, ce sont précisément ces échecs qui ont ouvert la voie à des succès ultérieurs. Ils nous rappellent que le progrès naît toujours de l'expérimentation et de l'erreur. Toutes les visions ne sont pas un succès, mais chaque idée échouée laisse une leçon. Si ce voyage à travers les plus grands flops des années 1970 vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Car parfois, ce sont justement les erreurs du passé qui racontent les histoires les plus passionnantes.